Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui fait partie d'un cycle de webinaires à destination des collectivités des Pays de la Loire qui s'intitule Comment améliorer l'alimentation, la qualité de l'alimentation en restauration collective, avec une présentation des accompagnements qui sont possibles par le GAB et le mouvement des cuisines nourricières. Et dans le cadre de la semaine de la dénutrition, on a décidé donc de parler de cette thématique pendant cette semaine de la dénutrition et d'avoir ensuite une illustration pratique en EHPAD. Et donc, comme vous êtes nombreux à vous être inscrits sur ce webinaire, on va vous proposer d'abord de présenter la SRAE Nutrition donc, qui organise ce webinaire. Et donc, tout d'abord, je vais me présenter. Moi, je suis Aurélie Turpot, chargée de mission à la SRAE Nutrition et je travaille en binôme avec mes deux collègues qui sont là, Charlotte et Florane. Je vous laisse vous présenter, les filles. Donc, bonjour à tous, Charlotte Baudry. Je suis chargée de mission au sein de la SRAE Nutrition également. Et donc, je travaille en binôme avec Aurélie sur l'accompagnement des EHPAD. Et bonjour, Florane Dumont, chargée de mission à la SRAE Nutrition également, et plutôt du coup en binôme avec Aurélie sur l'accompagnement des collectivités en matière de nutrition et de promotion de la santé. Merci. Et du coup, la SRAE Nutrition, nous sommes une structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition des Pays de la Loire. On est une association collégiale qui est financée à 90% par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Et on a aussi un financement de la DRAGES, qui est le ministère des Sports, et de l'ADEME, qui est le ministère de la Transition écologique. Nous sommes une équipe de 11 salariés. On est basé à Nantes, mais on a un rayonnement régional et on accompagne tous les professionnels de la région. Et donc, nos missions sont d'accompagner les professionnels et vraiment d'animer le réseau des acteurs qui sont concernés par la nutrition en Pays de la Loire. Et comme vous l'ont un peu dit Florane et Charlotte, on accompagne tout type de professionnels, donc que ce soit les établissements sanitaires et médico-sociaux, les associations, les professionnels de santé libéraux ou encore les représentants des collectivités. Nous avons 3 champs d'intervention qui sont l'obésité, la dénutrition et la promotion de la santé. Et quand nous, on parle de nutrition, on parle toujours alimentation et activité physique. On compte aujourd'hui 800 adhérents et on vous invite vraiment à aller voir sur notre site internet. On a de nombreux outils à destination des professionnels. Et donc, aujourd'hui, dans le cadre de notre accompagnement des collectivités, on propose des webinaires qui intéressent les collectivités et la qualité de l'alimentation en restauration collective fait partie d'une thématique qui les intéresse particulièrement. Et comme on est aussi un relais sur la région pour relayer les informations dans le cadre de la semaine de la dénutrition, on a scindé les deux thématiques pour faire un webinaire sur la qualité de l'alimentation restauration collective, les accompagnements qui sont possibles sur la région et aussi des illustrations pratiques en EHPAD parce qu'on sait que la qualité de l'alimentation fait partie de la lutte contre la dénutrition. Juste pour le bon déroulé du webinaire, donc vos micros et caméras sont coupés. Vous pouvez évidemment utiliser le chat pour nous poser vos questions ou même lever la main si besoin. Et pour information, le webinaire, il est enregistré et le replay sera disponible sur le site internet de la SRAE Nutrition. Aujourd'hui, donc, pour nous accompagner sur cette thématique, on a 4 intervenants qui sont avec nous, qui vont pouvoir se présenter après. Donc, on a Fanny Caron du GAB 44, Caroline Dailly et Samuel Roulet du mouvement des cuisines nourricières et Catherine Alix du conseil départemental du 72. Et donc, ce webinaire, nous allons l'organiser sur différentes séquences. On aura d'abord une présentation sur l'accompagnement des restaurations collectives de Caroline et Fanny, et puis ensuite des illustrations pratiques avec un témoignage de Samuel Roulet et un retour d'expérience en Sarthe par Catherine Alix. Et ensuite, nous pourrons répondre à vos questions et discussions. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, pour mieux connaître qui est autour de l'écran, on vous propose un petit test, enfin une question. Est-ce que vous pouvez lever la main en fonction du système de restauration collective dans lequel vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes plus en régie? Alors, ceux qui sont en régie directe, donc ça veut dire vraiment où vous avez une cuisine sur place, est-ce que vous pouvez lever la main pour qu'on puisse voir à peu près le nombre de personnes qui sont en régie directe?
Donc, pour l'instant, vous êtes 17. Sur 42, 18. OK, merci. Ensuite, ceux qui sont en gestion concédée, mais avec quand même une cuisine sur place. Donc là, on est à 6 sur 42, si je ne me trompe pas. Et, ceux qui ont une gestion concédée où vraiment les repas sont livrés, finalisés dans la structure. On en a 2. Super. Merci beaucoup. Et donc, on va, juste pour encore une petite question, dernière question, on va vous proposer un sondage qui va apparaître normalement à l'écran pour savoir voilà, par quel type de restauration vous êtes intéressé. Est-ce que c'est plutôt la restauration scolaire, en EHPAD ou en établissement de santé, pour qu'on puisse voir qui est là, ou tout type de restauration collective. Ça arrive encore. Je pense qu'on va... Ouais, il manque une réponse, mais bon, on va dire que c'est bon. Hop. Et donc, si on voit les résultats... Oui, 61% d'EHPAD. Voilà. Ouais. La majorité sont intéressés par les EHPAD, les établissements de santé, 10% pour la restauration scolaire et 30% pour tout type de restauration collective confondue. Merci à tous pour ces questions, pour ces réponses. Et donc, on va pouvoir commencer avec l'intervention de Caroline et Fanny sur l'accompagnement des restaurations collectives. Et je vous laisse partager votre écran. Ça va, Caroline? Oui. Vous m'entendez? Oui, 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 on t'entend. Voilà, j'avais pas super. activé mon micro, désolé. Pas de souci, merci. Donc, je vais vous présenter le mouvement des cuisines nourricières et les accompagnements, les interventions qu'on propose, notamment donc, pour la restauration collective. Et donc, les accompagnements pour faire évoluer l'alimentation, pour aller vers un mieux manger, un mieux nourrir. On est une association qui, en fait, pour travailler sur l'amélioration de la qualité de l'alimentation et l'amélioration de la qualité des repas qui sont servis en restauration collective, utilise une approche systémique. Ça nous paraît très important de fonctionner comme ça, parce qu'on sait tous qu'il y a de multiples facteurs à la qualité de l'alimentation. Là, vous avez une petite image qui vous montre les facteurs sur lesquels nous on travaille plus précisément. Ça va des aliments, des matières premières, puisqu'évidemment la qualité de l'alimentation dépend beaucoup de ce avec quoi on travaille au départ. En passant par les techniques culinaires, la manière dont on prépare et on cuit par exemple tous ces aliments. On parle aussi de tout ce qui est du temps de repas, des conditions dans lesquelles sont prises le repas. Enfin, tous ces facteurs, tous ces domaines nous paraissent importants, et quand on intervient, quand on parle de qualité de l'alimentation, on pense à tous ces aspects-là. Et pour intervenir, pour prendre en compte tous ces aspects-là,
nous, notre mode d'opération, un petit peu, c'est de travailler à partir et sur la cuisine. De se dire que pour améliorer l'alimentation, pour aller vers une alimentation plus durable, et notamment quand on parle de transition alimentaire, de transition écologique, etc., ce qui nous paraît primordial, c'est de travailler sur les cuisines du quotidien, enfin, la cuisine au quotidien, que ce soit à la cantine ou à la maison. Donc là, on va parler un peu plus de la cantine, de la restauration collective. Mais c'est très important pour nous de se dire que c'est sur ça qu'on travaille. On ne travaille pas sur la gastronomie, par exemple. Ce n'est pas les références qu'on prend. Nous, on est sur le quotidien. Et ce qu'on propose, c'est de voir comment, en faisant évoluer ce qui se passe en cuisine, la manière dont on prépare, on traite les aliments et dont on prépare les repas, comment ça permet de très concrètement faire évoluer et avancer sur le chemin de la transition alimentaire. Donc, c'est un petit peu notre cheval de bataille, on va dire, et c'est comme ça qu'on intervient. Pour nous, les pratiques culinaires sont un moyen de maintenir en bonne santé à la fois les individus et les écosystèmes. On est une association, alors en fait, on est un réseau avec une association et un bureau d'études. On intervient au niveau national, avec pour l'instant, on intervient un peu plus sur le Grand Ouest et sur le Sud-Est du fait des personnes qui ont mis en place l'association il y a 2 ans. Mais l'idée, c'est d'intervenir sur toute la France s'il y a besoin. L'association est constituée pour l'instant d'une 30aine de personnes. C'est amené à se développer assez vite, mais pour l'instant, une 30aine. Et on vient vraiment de tout domaine, enfin de différents domaines, de différentes disciplines. Essentiellement, bien sûr, la cuisine et la cuisine collective avec des cuisiniers, diététiciens, etc., la nutrition, approvisionnement, mais aussi tout ce qui est éducation à l'environnement, éducation populaire, puisqu'on a un certain nombre de structures membres et fondatrices de l'association qui, je ne sais pas, par exemple, comme les réseaux Cocagne ou des associations d'éducation à l'environnement qui font partie. En fait, ce sont des gens qui se sont réunis à un moment donné pour voir comment réfléchir sur l'alimentation, chacun par leur angle d'attaque, d'une certaine manière. Et donc, on travaille en partenariat avec des structures comme le GAB ou d'autres associations qui font de l'éducation à l'environnement, de l'insertion sociale, etc. Je vais vous présenter maintenant les accompagnements, les interventions qu'on propose. D'une part, et avant tout, on commence souvent, en tout cas autant que possible, par faire de la sensibilisation de toutes personnes qui sont concernées d'une manière ou d'une autre par la restauration collective ou l'alimentation. Que ce soit des cuisiniers ou des personnes qui font le service dans les restaurants collectifs, que ce soit des élus ou des directions d'établissement, que ce soit des familles de convives, des parents d'élèves, les convives eux-mêmes. L'idée, c'est de travailler avec tout le monde et de sensibiliser tout le monde à qu'est-ce que ça pourrait et devrait être qu'une alimentation de qualité, qu'est-ce que c'est que bien manger, comment on définit ça, par quoi ça passe et comment on peut arriver à ça. On peut aller vers mieux manger, mieux nourrir et aller vers une alimentation plus durable. On propose des accompagnements, des conseils aux collectivités territoriales, communes, départements, enfin toute collectivité qui gère une cantine, par exemple, mais aussi aux établissements médico-sociaux ou établissements socio-éducatifs, avec notamment des projets alimentaires de référence dont je vais vous parler un petit peu plus tard. En général, dans ces accompagnements, il y a toujours une partie un petit peu diagnostique du système de restauration collective. C'est encore une fois un diagnostic qui est très large et qui se fait avec notre approche systémique. On ne va pas simplement regarder, je ne sais pas, la qualité du four ou le niveau de formation des personnels. On regarde ce qui se passe dans le système de restauration de manière très globale, mais Samuel va vous en parler un peu plus.
Et puis, en général, dans le cadre de ces accompagnements et après avoir travaillé sur un projet, fait des diagnostics, etc., on propose des formations aux équipes de cuisine, aux équipes qui font le service, donc des formations techniques. Et parfois, c'est un petit peu par là que pour ça que les gens nous contactent, mais pour nous, ce n'est pas forcément la finalité. C'est important de voir les choses de manière plus globale. Je vais faire un tout petit focus sur notre manière de voir les enjeux de la restauration collective. Ça vous explique un petit peu notre manière d'intervenir. Pendant longtemps, la restauration collective, ça a été beaucoup centré, tourné sur, enfin, géré en ayant en tête les questions d'hygiène, qui sont évidemment très importantes parce que la première des choses, quand on nourrit des centaines de personnes chaque jour, c'est de ne pas les rendre malades. Donc, l'hygiène est très importante en général en restauration collective. Le budget est un deuxième point qui est souvent quelque chose qui est suivi de très près. Et puis, depuis quelques années, il y a aussi l'aspect diététique. On a des fréquences, on peut pas, comme on nourrit les gens au quotidien, on peut évidemment pas faire n'importe quoi. On ne mange pas tous les jours comme si c'était dimanche ou comme si on était au restaurant gastronomique. Maintenant, le problème avec ça, c'est que souvent la qualité des matières premières et les techniques utilisées en cuisine sont un peu plus ou moins reléguées au second plan, et du coup la qualité gustative de ce qui est servi n'est pas toujours, et le côté plaisir et tout ça n'est pas toujours vraiment au rendez-vous. Nous, quand on travaille sur la restauration collective, on commence par réfléchir aux missions de cette restauration collective. Si on parle d'un EHPAD, par exemple, puisque là, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce sujet-là, on est là pour nourrir. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une petite fourchette, un couteau. Il y a une mission nourricière. On est là pour nourrir les gens au quotidien. Comme on les nourrit au quotidien, il y a un aspect un peu de santé publique. Et pour nous, les cuisiniers de restauration collective, c'est des acteurs de santé publique. En fonction de ce qu'ils font, en tout cas, ce qu'ils font aura un impact sur la santé des personnes qui nourrissent au quotidien. Il y a, alors plus avec la restauration scolaire, il y a une dimension éducative qui est peut-être un peu moins présente quand on parle de restauration en EHPAD. Et puis, il y a une dimension socio-économique, c'est pour ça qu'on a mis une petite ferme, mais c'est l'idée de la restauration collective, que ce soit au niveau national ou que ce soit une cantine sur son territoire, a un impact économique sur le territoire qui peut être très important, et du coup aussi un impact environnemental qui aussi du coup peuvent être importants et qui sont à prendre en compte, en tout cas pour nous maintenant. Dernière petite chose, le alimentaire de référence, c'est donc ce que je vous disais au début, c'est l'accompagnement qu'on propose qui nous paraît le plus efficace pour vraiment faire changer les choses et aller vers une alimentation de meilleure qualité. L'idée de ce projet alimentaire de référence, c'est d'utiliser notre approche systémique, notre manière de fonctionner, pour regrouper toutes les personnes qui sont concernées par une cantine, un restaurant collectif, voir ensemble quelles sont justement du coup les missions de cette cantine, mettre en place une compréhension, une culture commune autour de ça. Et à partir de là, réfléchir à des objectifs. Ça se fait en parallèle de diagnostics qu'on propose. Réfléchir donc à des objectifs, à des actions à mettre en place pour faire évoluer la qualité des repas qu'on sert. Donc tout ça, c'est un schéma directeur en quelque sorte, des choses à faire. Et puis si on parle de projet alimentaire de référence, c'est parce que c'est très important qu'il y ait un document qui fasse référence, qui soit écrit, qui soit posé à un moment donné et qui permette à tout le monde, à tous ces acteurs-là, que ce soit je ne sais pas, dans un EHPAD, que ce soit les cuisiniers, la direction, les personnes qui font le service, les médecins, les infirmières, de savoir qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau de l'alimentation, vers quoi on va, quels sont nos objectifs et comment chacun peut contribuer à améliorer la qualité de ce qu'on propose et donc à améliorer la qualité de la nutrition, de l'état de santé aussi des convives. Voilà, j'ai terminé. Je vais laisser la parole à Fanny pour sa présentation.
Bonjour à tous. Fanny Caron du GAP 44. Je complète du coup la présentation de Caroline Dailly du Mouvement des cuisines nourricières, puisque nous sommes partenaires sur le département de Loire-Atlantique pour travailler avec la restauration collective sous forme de régie directe, cuisine sur place. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement la structure du GAP 44. Et je n'arrive pas à passer les diapositives. Si tu cliques dessus, ça ne marche pas. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Du coup, le GAP 44 signifie Groupement des agriculteurs biologiques de Loire-Atlantique. Je crois que dans les participants, il y a des personnes d'un peu toute la France. Donc, ce sont des structures, comme vous le voyez sur la carte, qui existent dans quasiment tous les départements, là, des Pays de la Loire, mais également en France. Et nous nous retrouvons sous le réseau national, FNAB, Fédération nationale des agriculteurs biologiques. Et donc, pour avoir une petite présentation de la structure, sur le 44, en tout cas, en quelques chiffres, c'est donc un réseau de producteurs bio qui sont engagés sur la transition agricole et alimentaire de leur territoire. Donc nous, sur la Loire-Atlantique, c'est 460 fermes, c'est à peu près 40% des fermes en bio. Et le fonctionnement est de type associatif, c'est-à-dire qu'on a des administrateurs, un conseil d'administration, qui sont des producteurs de production variée. Et dans le 44, nous sommes 16 salariés. Donc, vous avez l'évolution, le petit graphique depuis les années 92, mais 90, c'est-à-dire la création de la structure jusqu'à aujourd'hui, l'évolution. Ce qui est important de dire, au-delà du respect du cahier des charges de l'agriculture biologique, ce que partagent nos adhérents, c'est une charte. De travailler, de mener des actions pour la transition écologique de notre société, meilleure qualité de l'environnement, notre eau et aussi de la santé de tous. Pour une économie équitable dans les territoires du producteur au consommateur et une société plus humaine et plus juste. Et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille depuis maintenant 20 ans, notamment sur la restauration collective, pour permettre, mais aussi auprès des citoyens, du grand public, pour permettre l'accès à une alimentation de qualité pour tous en respectant le budget, bien sûr. Voilà. Donc, au niveau national, il y a 10 000 fermes adhérentes à peu près et 250 salariés dans le réseau. En quelques mots, au niveau des actions, donc 4 pôles d'activité, tout ce qui est administratif et syndical, tout un volet d'accompagnement technique, puisque vous l'avez compris, on accompagne les agriculteurs qui sont en agriculture biologique, mais aussi en conventionnel, qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques, ou qui souhaitent s'installer. Et puis, tout un volet d'accompagnement des territoires, de pédagogie et de communication. Donc, sur ces pôles 3 et 4, on a en fait 3 salariés du coup, qui travaillent sur les filières d'approvisionnement, les circuits courts, la restauration collective. Donc, moi-même, Fanny Caron, mais également deux collègues, David Lorjou et Beryl Rouillet. Et puis, 2 salariés sur tout ce qui est action pédagogique. Et du coup, sur ce volet restauration collective, on accompagne autant la restauration scolaire que la restauration d'entreprise depuis plusieurs années. Comme je le disais, ça fait 20 ans qu'on travaille sur le sujet. Et depuis 1 an et demi, en lien avec le mouvement des cuisines nourricières, on souhaitait pouvoir également travailler avec des établissements du milieu de la santé. Donc, pour l'instant, ce sont uniquement des prises de contact qui ont été faites, mais nous n'avons pas encore réalisé d'accompagnement sur le 44, bien qu'il y ait de l'intérêt. Donc, pourquoi ce souhait aussi de travailler sur le volet de la santé? D'une part, Caroline l'a un petit peu dit et Aurélie en introduction, travailler, lutter contre la dénutrition, puisque c'est le thème de la semaine, passe par le plaisir de manger des bons produits. Il y a des atouts santé à aller vers des produits bio, locaux, qui souvent, du coup, découlent dans la restauration collective par l'utilisation de plus de produits bruts, simples, faits maison, etc.
Et puis, et c'est le petit point que je voulais faire là, il y a une réglementation depuis 2018 qui est la loi Egalim, qui entraîne des objectifs qui normalement devraient être atteints pour là, le 1er janvier 2022. Et donc l'idée est d'accompagner les restaurants à l'atteinte de ces objectifs. Donc cette loi Egalim, elle date de 2018. Je vais faire un focus sur les quelques éléments marquants, et elle a été complétée par la loi Climat et Résilience sur certaines précisions, et qui est issue en fait de la Convention citoyenne pour le climat. Et elle concerne vraiment tous les acteurs de la restauration collective, que ce soit du public ou du privé, et notamment le secteur santé, social, médico-social. Donc, les quelques mesures marquantes que je voulais vous présenter, j'ai fait une sélection pour être courte. Elle concerne le volet des approvisionnements. Donc, normalement, au 1er janvier 2022, un objectif d'avoir 50% de ces approvisionnements pour le restaurant en produits de qualité. Donc après, le de qualité est défini et concerne plusieurs labels de qualité. Je ne détaillerai pas ça dans ma petite intervention, mais il y a des précisions, en sachant que ces 50% sont fixés en valeur d'achat et non pas en volume de produits achetés. Et parmi ces 50%, minimum 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Donc voilà, ce qui a été complété par la loi climat, c'est qu'au plus tard, au 1er janvier 2024, l'idée est d'avoir dans les restaurants 60% de tout ce qui est viande et poisson de qualité. Et puis déjà depuis 2 ans maintenant, l'obligation d'informer du coup les usagers, les convives de ces taux. Voilà. En tout cas, même s'ils n'étaient pas à 50%, 20%, d'informer où est-ce que le restaurant se situe. Donc voilà. Et puis, autre intérêt aussi de travailler avec le milieu de la santé, les produits bio et locaux également peuvent avoir quelques atouts, on va dire. Donc, dans le cahier des charges, il y a notamment la non-utilisation de produits chimiques de synthèse, ce qui est intéressant pour permettre de consommer sans se poser de questions tout ce qui est céréales complètes, peau des fruits et légumes bio, sachant que consommer la peau peut aussi avoir des intérêts nutritionnels, et puis faire au sein du restaurant, permettre un gain de temps également dans les cuisines. C'est quelque chose qui a été rendu par le Haut Conseil à la santé publique là, en 2017, qui donnait son avis de privilégier les aliments cultivés selon des modes de production qui diminuent l'exposition aux pesticides, pour notamment 3 catégories de produits: fruits et légumes, légumineuses, produits céréaliers complets. Et donc, c'est bien quelque chose qui a été repris par le Programme national nutrition santé en 2019, en recommandant d'aller vers le bio pour ces 3 catégories de produits-là. Ça vient un peu conforter cet atout-là. Et quelques éléments complémentaires, ce sont des éléments factuels, issus des études sur les atouts nutritionnels qu'ils peuvent comporter. Donc pour les fruits et légumes, plus de polyphénol, un petit peu de vitamine C. Sur le lait de ruminants, donc vache, je suppose que ça pourrait être pareil sur les brebis et chèvres, même si les études n'ont pas montré une richesse naturelle du lait en oméga 3, puisque les animaux sont nourris essentiellement à l'herbe, qui est leur aliment naturel, et des teneurs plus fortes en acides gras polyinsaturés dans la viande. Voilà, c'était pour faire un petit focus sur ces secteurs-là. Et je vais terminer par un petit zoom sur l'accompagnement du GAB sur ce volet-là. Donc, il y a 4 volets. Je vais aller assez rapidement puisque Caroline l'a pas mal détaillé. On partage l'idée, d'après nos expériences, qu'il est important quand on entame une démarche de travailler sur la qualité de ce qui est proposé dans la restauration collective, de partir d'un projet alimentaire de l'établissement ou de la commune,
à travailler avec les différents acteurs concernés pour qu'il y ait voilà, un projet commun et puis aussi une culture commune, une appropriation commune du projet. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mener avec le mouvement des cuisines nourricières. 2 autres volets sur plus ce qui est sensibilisation, donc à la fois de la formation donc pour les cuisines, on travaille avec le mouvement des cuisines nourricières, mais ça peut être aussi d'autres acteurs comme des éducateurs, des soignants, de la formation pour se saisir des thématiques et la compréhension des liens qu'il peut y avoir entre alimentation, santé, environnement, mais aussi animer des ateliers auprès des convives, par exemple. Donc, par exemple, vers le plaisir de manger. Donc, ce sont des formations que soit on effectue nous-mêmes, soit qu'on effectue avec des intervenants partenaires. Le catalogue de formation qu'on propose peut se retrouver en ligne. En bas, ça peut être également, nous, en direct, d'intervenir pour des ateliers, des animations. Et puis, je vais m'attarder sur le quart en bas à gauche, de travail avec la restauration collective, donc quel que soit le format. Donc, avec le mouvement des cuisines nourricières, on accompagne des modes de fonctionnement en régie directe, cuisine sur place. Mais on a également des accompagnements pour tout ce qui est gestion concédée, cuisine sur place ou livraison, et quel que soit le format d'approvisionnement, via une centrale ou en direct des producteurs. Je crois que le temps passe un petit peu, donc je vais passer assez rapidement là-dessus, puisque Caroline a bien présenté ce qui pouvait être en régie directe. Je ferai juste un tout petit zoom sur le fait que nous, en tant que GAP 44, on a une expertise supplémentaire sur le volet approvisionnement pour pouvoir faire un diagnostic d'où part le restaurant en termes d'approvisionnement et justement de la part de produits de qualité, bio, locaux, proposés par gamme de produits et pouvoir faire des préconisations d'évolution sur le type d'approvisionnement pour remplir les objectifs fixés par l'établissement ou la collectivité et des préconisations qui se fassent dans le temps, en fait, pour ne pas mettre en difficulté, maîtriser le budget et aller, que ce soit cohérent et progressif au niveau de l'évolution. Et puis, au niveau de la gestion concédée, du coup, c'est un travail plutôt sur la rédaction du cahier des charges. Notre spécificité, du coup, de pouvoir aider à rédiger ce cahier des charges en fonction des objectifs qu'on se fixe, en sachant qu'on a la connaissance, du coup, de l'offre possible sur le département et de ce que les prestataires sont capables de faire également. Je vais m'arrêter là pour la présentation et rester à votre disposition si vous avez des questions pour aller plus loin. Hop. Sachant que sur le site du GAP 44, vous allez pouvoir retrouver des catalogues pour les différents types de cibles, établissements de santé, collectivités, entreprises, qui présentent plus en détail l'accompagnement possible. Je vous remercie. Merci Caroline et Fanny pour cette introduction qui illustre comment on peut être accompagné pour améliorer la qualité de notre alimentation. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions. On pourra prendre un temps pour y répondre, soit si vous pouvez les poser dès maintenant. Sinon, on peut attendre la fin de la présentation. Et donc, pour être un peu plus dans le concret et voir un peu ce qui se fait sur le terrain, on a invité donc Samuel Roulet du mouvement des cuisines nourricières qui va nous parler de son expérience en EHPAD. Vas-y Samuel. Du coup, oui. Je vais reprendre un peu. Donc, je fais partie du mouvement des cuisines nourricières comme Caroline et en partenariat avec le GAP 44. La première mission dans les accompagnements, c'est redonner de la valeur à ce métier de cuisinier de collectivité qui nourrit au quotidien autant les enfants que les personnes âgées dans les EHPAD et les placer comme acteurs de santé. Moi, je viens de la cuisine gastronomique, j'étais formé dedans et l'intention première de la cuisine gastronomique, c'est le divertissement. On voit bien que dans l'ensemble des restaurations sociales, on a une intention de nourrir et nourrir au sens large et avec les aspects systémiques qui ont été présentés juste avant. Dû au Covid, en fait, j'ai repris un poste de cuisinier en EHPAD pendant 6 mois.
parce que je ne connaissais pas du tout ce milieu-là et je les avais accompagnés en hygiène ou sur certaines techniques de cuisine, mais jamais j'avais été cuisinier au cœur de ces établissements-là. Et, et donc, j'ai eu un entretien comme commis de cuisine où les deux cuisiniers en face de moi m'ont demandé l'ensemble de mon CV, les personnes avec qui j'ai travaillé. L'un d'entre eux avait travaillé pour Ducasse et L'Oiseau, avec des curriculums très intéressants. Mais à aucun moment, on m'a demandé si je connaissais le public ou ce que je connaissais des nécessités et des particularités d'un public en établissement de santé ou en EHPAD, parce qu'ils faisaient les deux. Et donc, bon, j'ai eu le poste, j'ai commencé à travailler avec eux. Les menus arrivaient et j'ai vu très vite que il y avait des gros problèmes de gaspillage, il y avait des problèmes qui étaient liés à cette culture gastronomique, en fait, parce que je vais prendre des exemples concrets. Un rôti de porc qu'on va cuire à 180 degrés au four, qu'on va mettre dans une table chaude et puis qu'on va aller servir dans les chambres, ça va être tellement sec et tellement rôti qu'en termes de déglutition, ce ne sera pas mangé. On va avoir des plats qui, avec des textures différentes, vont poser problème et qui ne vont pas être adaptés au public. Il faut savoir que, je pense que pour toutes les personnes qui travaillent en EHPAD, c'est quand même l'ensemble des repas sont pris en EHPAD. Il n'y a aucune échappatoire possible pour les anciens. Et du coup, c'est quand même un élément très important du repas. Et par l'expérience que j'avais pu avoir avec notamment Gilles Davos sur les cuisines alternatives, donc c'est vraiment l'utilisation des protéines végétales au service des protéines animales, j'ai pu rajouter un peu de fibres, de protéines végétales tout au long du repas. Et on s'est rendu compte rapidement en fait, que les taux d'albumine pouvaient monter parce que quand on commence à mettre des légumineuses petit déjeuner, midi et soir, et puis pour les Alzheimer et pour les aides-soignantes, donner la possibilité d'avoir des compléments alimentaires autres que les compléments industriels qui sont remboursés par la Sécu, eux, mais en fait, on ne rembourse pas l'alimentation, même si elle est de qualité, elle n'est pas remboursée, elle. Et du coup, ça demandait aussi un projet d'établissement, d'où les projets alimentaires de référence dont parle Caroline. Je me suis rendu compte aussi d'autres choses, c'était le cloisonnement des équipes. On avait l'équipe donc médecins, infirmières, avec donc les prescriptions sur les compléments alimentaires. Et de l'autre côté, on avait la diététicienne, le cuisinier et puis le personnel de service. Et ces deux équipes ne communiquaient pas forcément. Et après, les aides-soignantes ne communiquaient pas forcément avec la cuisine. Alors, c'est un cas d'école, ce n'est pas partout comme ça en France. Mais ça représentait en fait l'absence de sens et l'absence de projet commun sur une qualité des repas définie. On ne savait pas trop ce que c'était que la qualité des repas et de ce qu'on voulait. Et donc, après, je pourrais avoir beaucoup d'exemples en fait, de plats inadaptés aux EHPAD, mais je vais plutôt parler des plats adaptés et des choses qui ont pu être mis en place. Et donc, je me suis rendu compte aussi, on avait les menus qui arrivaient. Moi, la diététicienne, elle travaillait dans une autre structure, donc je ne l'ai jamais vue pendant 6 mois. Et les menus étaient faits bien en avance. Et donc, ça me suis arrivé de me retrouver avec endives au jambon béchamel, 40 degrés dehors, grand cagnard. En tant que cuisinier, je sais pertinemment que ça ne va pas être mangé. Mais je suis obligé de le faire parce que c'est la supérieure hiérarchique, donc il faut le faire. Je m'y suis affranchi et en fait, en décomposant un peu tous ces plats, en décomposant un peu tous ces menus, en diminuant les quantités, les résidents mangeaient mieux parce qu'une assiette trop garnie, ils ne mangent pas. Un plat non adapté en fonction de la météo, ils ne mangent pas non plus. Et puis, ce n'est pas des publics faciles parce qu'ils ont leur petit caractère et leur humeur. Et pour ceux qui sont en perte d'autonomie, pour ceux qui ont des problèmes de déglutition, des problèmes de mastication et pour les Alzheimer, on ne vit plus du tout dans le même monde. Et de là, on a commencé à réfléchir, parce que je faisais partie déjà du mouvement des cuisines nourricières, à comment réussir à modéliser ça par cette approche cuisine. Et donc, sans pouvoir jouer sur les budgets, sans pouvoir jouer sur l'approvisionnement, ni sur la façon dont c'était servi, juste en communiquant quand même avec les aides-soignantes, avec les infirmières et avec les résidents, et en changeant la façon de cuisiner, moins marquer les viandes, moins mettre de quantité, mettre des légumes un peu partout dans les sauces, enlever les ultra transformés, parce que, par exemple, je me suis rendu compte au bout d'un moment que des chipolatas, il y avait du dextrose dedans. Pour les diabétiques, c'était tout de suite des problématiques.
On rajoute des poudres pour des fonds de sauce, c'est des amidons modifiés. Ça va poser des problèmes de constipation, mais au-delà de ça, c'est en termes de goût et de digestibilité, c'est assez compliqué, donc c'est tout de suite lourd à manger. Et donc ça pour les... je m'embrouille. Ça pour tout ce qui était ultra transformé. Donc je les avais gentiment éliminés ou réduits. Quand je parle de saucisses au dextrose, j'avais juste réduit la quantité, cuit différemment, et ainsi de suite. Concrètement, de toute cette expérience, ce qu'il en est ressorti, c'est que c'est des accompagnements dans les EHPAD qu'on a commencé à mettre en place avec le bureau d'études des cuisines nourricières, où on a été faire un diagnostic dans un gros EHPAD et on a questionné tout le monde, du médecin coordinateur aux infirmières cadres, aux aides-soignantes, avec les cuisiniers, les personnels d'office, les résidents. Et on a mis en place du coup le projet alimentaire de référence en fonction des intentions. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, dans ces établissements-là, tout le monde a une bonne intention, et c'est une intention nourricière et de bien-être des résidents. Mais souvent, c'est soit des soucis de communication, soit des incompréhensions du métier de l'autre qui font qu'il va y avoir des approximations. Et pour mettre en place du coup ces projets alimentaires de référence, on va utiliser des critères pour accompagner les cuisiniers, les diététiciennes et les soignants à comprendre quels sont les besoins des résidents et comment, dans leur métier respectif, donc par une chaîne de co-responsabilité, on va réussir à améliorer la qualité globale par une approche cuisine, mais aussi par l'accès. Parce qu'on axe souvent, enfin là où j'étais, on axait les repas sur repas du midi, repas du soir, avec 5 composantes le soir, dans une région où les anciens étaient habitués à manger 3 composantes, une bonne soupe avec juste 2 légumes, parce que des soupes qui finissent marron cochon tous les soirs, c'est un peu compliqué. Donc une bonne soupe de carottes, c'est orange, une bonne soupe de navet, c'est blanc, une bonne soupe de poireaux, c'est vert. Il faut que ça flash, il faut qu'il y ait de la couleur. Et puis moins il y en a, mieux c'est, et plus ils vont le manger. Donc on va réduire la quantité d'ingrédients, on va réduire la complexité des menus, et on va aussi réduire les composantes le soir, où on va faire des repas très légers, mais on va aussi donner la possibilité au personnel soignant, accompagné par le personnel médical, infirmières et médecins, de pouvoir donner, par exemple, des gâteaux de légumineuses. Donc ça, c'est des techniques de la cuisine alternative, où on va avoir un gâteau au chocolat avec des haricots rouges dedans, qui vont apporter protéines, parce qu'il y a haricots rouges, peu de sucre, des œufs et de la fécule, donc qui apportent un complément de protéines intéressant, et en plus des fibres. Donc ça va quand même travailler sur 2 problématiques des établissements de santé, qui sont donc l'augmentation des taux d'albumine en termes de nutrition, et aussi les fibres, ça aide à réguler le diabète. Ça ne fait pas des miracles non plus, mais c'est quand même un élément assez important, et ça accompagne les problématiques de transit. Dès qu'on diminue les amidons modifiés, qui sont des supermastiques, et qu'on va vers des fibres et des amidons plus complexes, des farines un peu plus complètes, on va avoir moins d'indisposition de transit. Et donc, pour mettre ce projet alimentaire, on va mettre des critères de sécurité indispensables. Récemment, dans un menu d'EHPAD, j'ai vu poireau vinaigrette. On le voit souvent, le poireau vinaigrette, mais c'est un problème parce que c'est un risque d'étouffement. C'est ligneux, c'est dur à manger, c'est dur à couper. Ça pose beaucoup de problèmes. Donc, en fait, ça va être des critères de sécurité indispensables, des produits qu'on ne peut pas voir ou alors qui vont nécessiter une adaptation spécifique pour les anciens. Ensuite, on va avoir toute une partie sur une adéquation aux pathologies. Pour des diabétiques, des saucisses au dextrose, ce n'est pas possible. Des sucres rapides dans des produits ultra transformés, on va diminuer un maximum. Et par contre, on va peut-être pouvoir de temps en temps se faire plaisir, et puis on va envoyer les glaces le dimanche et rythmer un petit peu les repas. Tout ça, c'est défini avec les équipes. Ensuite, il va y avoir les critères quantitatifs, parce que donc le GEMRCN, c'est super, hein, c'est un très bon référentiel, mais trop souvent, on a vu le GEMRCN mis en avant, alors que c'est des quantités maximales, mais qui ne prennent pas en compte la pathologie, l'histoire et la vie des résidents au quotidien. Et donc, on peut avoir des approximations là-dessus. Donc, revoir un peu les quantités sur certains plats qui vont être plus ou moins appréciés, et ainsi de suite, et avoir vraiment un retour de ce qui se passe sur le terrain pour accompagner les cuisiniers à comprendre la nécessité de mettre plus ou moins, parce que une grosse assiette bien remplie devant un ancien qui n'a pas trop faim, c'est un abandon direct, il ne va même pas y mettre la fourchette.
Et le dernier des critères, du coup, qu'on met en place, c'est les critères qualitatifs. Ça va prendre tout ce qui est hédonique, le plaisir de manger. Qu'est-ce que c'est que le plaisir de manger au quotidien? Et on va mettre donc, tout ce qui est nutrition, le goût, l'aspect culturel, parce qu'on a tous des cultures différentes. Moi, je travaillais dans un EHPAD qui était plus dans le sud, c'est une culture de l'huile d'olive et ainsi de suite. On a été travailler plutôt dans l'ouest de la France, ils mettaient du vin rouge dans la soupe, on va mettre du vin rouge dans la soupe, tout va bien. Et donc voilà, une fois que tous ces critères sont définis, on va amener la technicité et des formations. Mais c'est très important que l'ensemble des équipes comprennent dans quelle direction elles vont et quel est le chemin directeur pour le bien-être des résidents, parce qu'il n'y a aucune structure de santé où je suis arrivé en entendant quelqu'un ou qui que ce soit, d'une infirmière au cuisinier en passant par la femme de ménage, me dire non, moi, la santé des résidents, je m'en fous. Donc, en fait, ce chemin directeur donne du sens et permet de donner une mission à chaque service et ensuite de former les cuisiniers, les aides-soignantes et les aides-soignants d'ailleurs, infirmières et infirmiers, sur cette vision du bien-vivre alimentaire et qu'est-ce que c'est que se nourrir au quotidien dans l'EHPAD. Voilà. J'étais un peu rapide pour le coup, mais je veux bien répondre aux questions après, si besoin. Merci Samuel. On voit bien grâce à ton illustration que finalement la restauration collective et l'alimentation des résidents, c'est l'affaire de tous et pas seulement du cuisinier, et qu'on peut agir à plein de niveaux différents finalement, et que c'est un peu la politique. En tout cas, moi, ce que je retiens aussi, c'est finalement la politique du petit pas. On essaye d'y aller petit à petit et de changer les choses progressivement. Oui, c'est des micro-changements. On ne révolutionne pas tout d'un coup, mais petit pas par petit pas. Mais l'idée, c'est de faire des petites avancées avec des fortes valeurs ajoutées. L'exemple du gâteau de légumineuses, c'est quelque chose qu'on va mettre en place très rapidement dans les structures et qui c'est gourmand, c'est joyeux, c'est nutritionnellement intéressant et ça va tout de suite être qualitatif et ça va ramener un petit peu de joie là-dedans. Merci beaucoup Samuel. N'hésitez pas, si vous voulez poser vos questions, à utiliser le chat. Et on va pouvoir, en attendant que vous ayez des questions, écouter Catherine Alix qui a mené une expérience dans les EHPAD de Sarthe. Catherine, je te laisse la parole. On ne t'entend pas. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Tu pourras partager ton écran si tu veux. Hop. Super. Donc, Catherine Alix du département de la Sarthe. Je suis technicienne agricole. Dans le département, on agit depuis de nombreuses années sur tout ce qui est approvisionnement local en restauration collective, de par nos missions dans les collèges publics. Donc, ce sont des actions qu'on mène depuis 2012 et suite à une expérimentation de territoire sur une partie de notre département qui s'appelle le Perche sartois, on s'est aperçu qu'effectivement, si les résidents des EHPAD mangeaient comme nous tous, c'était différent pour tout ce qui était restauration collective, de par les problèmes cognitifs et autres. Donc, on a monté un projet avec différents partenaires qui sont la SRAE Nutrition, entre autres, le clan Sarthe, le GAB 72, donc c'est le GAB dans notre département, l'Association des maires et la Chambre d'agriculture. C'est un projet qui a été déposé au niveau national et qui a été retenu au niveau régional avec des financements de la DRAF, des Pays de la Loire et de l'ADEME. Donc en 2017, on a initié avec ces partenaires le projet à l'époque qui s'appelait du local dans les restaurants des collèges, du local dans les restaurants des EHPAD, des démarches pilotes pour le territoire dans l'objectif de partager cette expérimentation. L'objectif, c'était aussi d'accompagner des EHPAD volontaires pour cuisiner plus de produits locaux et puis de redonner du plaisir de manger aux résidents. Donc, après 3 années d'expérimentation, aujourd'hui, on a édité un guide qui s'appelle des produits sartois dans les cuisines des EHPAD. Donc, ce sont les 7 établissements pilotes que nous avons accompagnés qui partagent leur expérience. Excusez-moi. Je voudrais juste vous rappeler un petit peu l'objectif pour le département de cette expérimentation. Donc, c'était soutenir une économie locale non délocalisable,
C'est aussi contribuer aux attentes de la société et l'enjeu de santé publique en améliorant la qualité des repas, puisque nous avons en charge les collèges publics. Donc aujourd'hui, au niveau du département, on a dernièrement augmenté notre objectif qui sera demain de 80% d'achat local à l'horizon 2026 pour tous les collèges chartois. C'est aussi de conserver la santé par une alimentation saine, de qualité et diversifiée, permettant aux résidents de retrouver le plaisir de manger. C'est valoriser bien évidemment les compétences et les savoir-faire des professionnels. Et c'est d'accompagner les EHPAD dans le respect de la loi Egalim et de les inciter à utiliser davantage de produits locaux. Donc rapidement, je vais vous présenter donc les étapes et le calendrier. Donc on a lancé en janvier 2018 un appel à manifestation d'intérêt auprès des EHPAD de la Sarthe, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils soient en gestion concédée directe. Donc l'idée, c'était de repérer des EHPAD volontaires pour s'engager dans cette démarche. En contrepartie, on avait mis en place un accompagnement avec bien sûr à la clé des formations, des rencontres de producteurs, et en contrepartie, les établissements s'engageaient à mettre en place une équipe pluridisciplinaire. Vous l'avez relevé tout à l'heure, c'était indispensable de décloisonner. S'engager également à fixer des objectifs. Entre-temps, la loi Egalim est arrivée, et s'engager à libérer du temps sur ce projet-là. Donc, entre février 2019 et avril 2020, on a créé des formations spécifiques pour accompagner les établissements. Et puis là, aujourd'hui, on a la diffusion. Je vais rapidement parce qu'on va aller directement au recueil. Juste un petit focus là sur la loi Egalim, on vous en a parlé tout à l'heure. Donc, nous, on était, dans le cadre de l'expérimentation, on était sur une démarche de progrès. Et en fait, ça a permis aux établissements qu'on les accompagne aussi sur la mise en place de cette loi Egalim, en tout cas les inviter, les accompagner sur le fait de déclencher des actions pour aller vers cette loi qui est, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, 50% en valeur de denrées en qualité et durable. On a également travaillé sur tout ce qui est gaspillage alimentaire et la communication. Donc, le recueil d'expérience, donc c'est au travers des témoignages des cuisiniers, des diététiciens, des soignants et des dirigeants d'EHPAD que nous avons accompagnés. Ils racontent leur parcours pour développer l'approvisionnement local. C'est traité au travers de différentes thématiques comme nouer d'une relation durable avec les agriculteurs, acheter du local quand on a l'habitude de travailler en centrale d'achat, réduire le gaspillage alimentaire sans nuire à la nutrition, les astuces pour fédérer les équipes, les recettes pour maîtriser son budget et puis bien sûr la vie des résidents. Et ce recueil est accompagné d'une boîte à outils et tous ces éléments sont mis en disposition sur le site du département. Donc les outils, en fait, on a mis à disposition le diagnostic qui nous a… excusez-moi. En fait, on a mis le questionnaire qui nous a servi de base pour le diagnostic. Ça permet de poser… je dirais, de prendre un temps pour réfléchir un petit peu aux moyens qu'on peut avoir dans son établissement. Ça permet de réfléchir aussi aux objectifs qu'on veut se fixer et de voir qui dans les équipes peuvent participer au projet. Donc, dans ce diagnostic, dans ce questionnaire, on va reprendre donc les moyens, on va reprendre les objectifs. Par exemple, les commandes, est-ce qu'elles sont planifiées en fonction des saisons, les plats sont faits maison, et tout ce constat va permettre de faire ressortir les forces de l'établissement et les points à améliorer. On a également mis à disposition carrément l'exemple d'un établissement dans lequel on va retrouver des pistes d'action. Lors de l'accompagnement, on a bien sûr travaillé sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je dirais, le contexte sanitaire a permis de faire deux campagnes de relevés pour les établissements qui le souhaitaient. On a un établissement qui est situé vers Pressigné, dans la Sarthe. Et donc, lors du premier relevé, il était à 158 grammes par repas et par convive, ce qui était à peu près la moyenne nationale à l'époque. Suite à des actions correctives, il est passé à 75 grammes par repas et par convive, ce qui fait… on a pris des références nationales pour faire le calcul du coût, ce qui a fait une économie de 5 200 € à réinvestir sur l'appro local et de qualité.
Bien évidemment, quand on travaille sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, on doit mener une réflexion sur les risques de dénutrition. Il n'est pas question de diminuer les quantités sans être vigilant sur la nutrition des résidents. Donc, on a aussi permis aux établissements, qui le souhaitaient, de suivre une formation avec le clan Sarthe à partir de l'outil qu'ils ont développé qui s'appelle le Nutri-Soin. C'est un questionnaire qui pose les bases sur comment accompagner les résidents par rapport à leur envie de manger, par rapport, vous le disiez tout à l'heure, par rapport aux difficultés qu'ils ont, par rapport, excusez-moi, par rapport aux problèmes collectifs qu'ils peuvent avoir, donc mais aussi par rapport à l'environnement. Au moment du repas, on a un établissement qui a par exemple modifié, qui a modifié son mobilier pour acheter des tables plus ergonomiques. En l'occurrence, là, c'est en forme de vague, ce qui permet aux soignants, en fait, d'avoir plus de temps. Une seule personne peut accompagner 3 résidents en leur laissant le temps de manger et en les accompagnant à manger. Dans la lutte contre le gaspillage, en fait, là, à disposition sur le site du département, il y a une méthodologie. Et dans cette méthodologie, on renvoie sur les relevés de l'ADEME. Nous, on a travaillé, on est allé un petit peu plus loin, mais déjà, pour mener la lutte contre le gaspillage alimentaire, ça permet d'avoir de poser déjà des premières actions. Et puis, on a mis aussi à disposition un tableau sur lequel on réfléchit les établissements lors de la formation avec 33 pistes d'action. On met aussi à disposition un outil qu'on a développé lors du travail qu'on a mené avec les établissements. C'est un relevé d'achat alimentaire à réception de marchandises. Il permet de mieux connaître ses achats et de pouvoir répondre et de communiquer sur les chiffres en lien avec la loi Egalim. Je dirais qu'il va au-delà dans le sens où ça permet d'analyser ses achats et de voir là où on peut agir. Par exemple, si on cherche un producteur laitier dans circuit court, on a capacité à lui communiquer la totalité de ses achats, je veux dire un produit laitier, que ce soit des yaourts sur l'année, et de connaître les fréquences également. Et on met également à disposition une carte des producteurs. En l'occurrence, là, on a plus d'une cinquantaine de producteurs qui ont répondu de manière positive pour être sur le site du département. C'est une carte qui est en consultation libre. Et donc là, on a travaillé sur qui vient me livrer. Donc, je suis un cuisinier dans la Sarthe et j'habite au Mans. J'ai un EHPAD au Mans, qui vient me livrer. Pour répondre toujours à la loi Egalim, mais aussi pour mettre en valeur, et surtout pour mettre en valeur le travail des cuisiniers et des équipes, on a travaillé, les établissements qu'on a accompagnés ont eu une formation et, avec une agence de communication de la Sarthe, et avec lequel on a créé un kit de communication dans lequel on retrouve les menus de saison, on trouve des menus de fête et on peut afficher également les producteurs avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, on en est à l'étape de diffusion. Donc, l'ensemble des établissements, on a diffusé auprès de l'ensemble des établissements de la Sarthe par mail le lien pour télécharger les éléments. Et puis, on va faire des réunions de bassin pour présenter les différents outils, plus dans le détail. Voilà. Merci Catherine pour le partage de ton expérience et la présentation des différents outils qui peuvent être à disposition des EHPAD. Vous pouvez retrouver l'information sur le site de l'ASRAE qui vous renvoie vers le site du conseil départemental où vous retrouverez les différents outils qui peuvent être proposés. J'ai vu que nous avions une question, je pense que c'est à destination de Samuel. Bonjour, pouvez-vous donner des exemples de gâteaux de légumineuses ou autres recettes que les plats traditionnels? Merci. Alors, j'y travaille, je suis en train de l'écrire. Mais en fait, on travaille, quand on dit quitter les plats traditionnels, c'est l'idée de travailler sur des formats de plats et s'affranchir des recettes. En fait, quand on va parler d'un bœuf bourguignon, on va parler d'une recette et on va imposer l'ensemble des ingrédients.
quand on parle d'un sauté de viande de troisième catégorie, donc c'est des viandes à collagène qui nécessitent une cuisson longue, ça va donner de la flexibilité un peu à tout le monde. Et on va s'affranchir parce que, je vais parler pour les pâtes dans lesquelles je travaillais, mais dans certains où je suis passé, le vin rouge, il était tout juste bon à dessouder les carreaux de carrelage tellement il était acide. Donc une sauce de vin rouge avec un vin rouge comme ça, elle ne sera pas bonne. De toute façon, on n'y arrivera pas. Donc on s'affranchit du vin rouge, on passe à l'eau et on va mesurer la quantité d'eau pour avoir un bouillon de légumes concentré et une bonne viande sautée avec une garniture d'appellation dans laquelle on rajoutera de la tomate ou des champignons ou de la crème au choix du cuisinier. Mais la base alimentaire sera un sauté de viande. Et en fait, quand je parle de gâteau de légumineuses, la base sera la même, mais on peut aller du citron aux amandes en passant par le chocolat, en rajoutant des pommes et ainsi de suite. Donc là, je vous laisse, parce qu'il y a tout un concept derrière, parce qu'au-delà des formats de plat, il y a des modes opératoires qui sont des modes d'emploi pour chaque ingrédient, des basiques qui vont être comment faire une sauce tomate, comment faire une béchamel, mais on redécortique. Et au lieu de travailler avec les cuisiniers sur le comment faire, on va travailler sur le pourquoi. Pourquoi on fait une béchamel, pourquoi on va cuire des amidons, à quelle température ça cuit. Et en fait, ça donne une liberté, une flexibilité qui permet d'accueillir des produits de qualité, de producteurs, parce qu'il y a des fluctuations dans les commandes et ainsi de suite. Et en même temps, le cuisinier peut y mettre sa touche en s'affranchissant de toutes ces recettes sorties de notre culture alimentaire, qui est géniale, mais qui n'est pas forcément adaptée tous les jours. D'accord. Super, merci. Et du coup, concernant les gâteaux, est-ce que, il y a des supports d'outils ou pour les recettes, ou alors il faut se retourner vers Je suis en les train de mouvements des l'écrire. cuisines? Ok, très bien. Et du coup, on a une autre question concernant les gâteaux de légumineuses. Est-ce que vous les donnez plutôt en collation ou en dessert? Toute la journée. En fait, par exemple, sur des... ce que j'avais vécu, c'est des personnels Alzheimer qui venaient frapper à la cuisine en disant « j'ai faim » à des horaires qui n'étaient absolument pas les bons, et qui n'étaient pas les horaires classiques des repas. Et les cuisiniers complètement perdus, allaient dire « non, non, c'est pas l'heure » et à les envoyer, ce qui créait de la pression, ce qui pouvait créer des cris de temps en temps et autres. Et en fait, ces gâteaux-là, c'était quand même un super aliment parce que je vais envoyer la recette, je finis de l'écrire. Mais pour 10 personnes, j'ai 100 grammes de beurre et j'ai 160 grammes de sucre, ce qui fait 16 grammes par portion et 10 grammes de beurre. C'est vraiment pas grand-chose. Et le reste, c'est des haricots rouges et de la fécule. Et en fait, même au réveil, au petit déjeuner, des fois, pas trop... Excusez-moi, parce que j'ai un commentaire qui arrive. Des cuisiniers pas trop... des résidents pas trop réveillés, gâteau de légumineuses, un bon gâteau au chocolat frais du matin, ça fait du bien et ça met le moral. Donc, sous réserve d'avis médical ou de pathologie spécifique toute la journée, il n'y a pas de problème. Après, c'est un travail à faire en équipe transversale pour voir comment on peut s'organiser pour mettre en place ces gâteaux. C'est ça. Super, merci. On a quelqu'un qui lève la main, Magdalena OCT. Je pense que je vous ai permis de réactiver votre micro. Allez-y. On ne vous entend pas. C'était une erreur. Ah, d'accord. Pas de souci. Très bien. Et on a un dernier commentaire. Quand est-ce que les cuisines nourricières font-elles une émission à la télé pour remplacer Top Chef? Peut-être un jour, qui sait? J'ai pas à répondre. En fait, la personne qui s'est amusée à écrire ça, c'est le vice-président des cuisines nourricières. Ah, très Qui bien. est présent aussi aujourd'hui. Eh ben, merci d'être présent aujourd'hui. Est-ce que d'autres ont des questions ou des remarques pour... On a encore où se trouve la recette des gâteaux, donc il est en train de l'écrire. Je suis en train de finir de l'écrire. Ça va arriver. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va attendre que Samuel ait terminé d'écrire la recette. Mais on va pouvoir conclure. Moi, je tenais on tient avec mes collègues, parce que je parle au nom de la SRAE, mais
vraiment à vous remercier tous les 4 d'avoir pu partager vos expériences et de pouvoir parler de ces thématiques. Juste pour terminer, on a sur notre site internet tout des outils, toute une page qui est dédiée aux collectivités locales que vous pouvez retrouver donc, dans l'onglet projet. Vous pouvez retrouver voilà, dans collectivités locales, il y a pas mal d'informations. Il y a toute une mallette à outils, les différents webinaires thématiques qu'on a pu mener jusqu'à présent et des exemples d'actions des collectivités. Et vous pouvez retrouver aussi pour les EHPAD, dans l'onglet Dénut qui est juste en dessous, il y a tout un kit de sensibilisation à la dénutrition pour les soignants et les résidents. Donc, que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions d'ici là. N'hésitez pas. Charlotte et Florane, si vous voulez me compléter, surtout n'hésitez pas. Et puis, sinon, je pense que nous allons pouvoir conclure cette session de webinaire. Voilà, on a Samuel qui vient de nous copier-coller sa recette. On pourra vous la mettre aussi dans les commentaires du replay avec les différentes présentations. On va les mettre sur le site internet. Alors, le site internet, c'est dans l'onglet projet. J'ai une question qui me demande, pouvez-vous redire où se trouvent les docs? Donc, en fait, sur le site internet de la SRAE, www.sraenutrition.fr, dans l'onglet projet, vous avez collectivité locale où vous retrouvez une mallette d'outils avec les webinaires et puis des exemples d'actions et d'autres documents de référence sur lesquels vous pouvez vous appuyer en fonction des thématiques qui intéressent les collectivités. Et juste en dessous, il y a l'onglet Dénut, c'est un projet autour de la dénutrition des personnes âgées et où vous pouvez retrouver un kit de sensibilisation à la dénutrition pour les personnes âgées en ville, mais aussi en EHPAD. Donc voilà. On vous a remis juste après nos coordonnées de la SRAE. Donc pour les collectivités, c'est plutôt Florane Dumont et moi, et pour les EHPAD, c'est plutôt Charlotte et moi-même. Voilà, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone, et puis on vous mettra à disposition les présentations de nos 4 intervenants, la recette de Samuel, et puis si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les relayer et on les diffusera aux intervenants du webinaire. Voilà, je n'ai pas d'autres questions, on n'a pas d'autres remarques, donc on va pouvoir conclure ce webinaire. Merci à tous, merci Fanny, merci Caroline, merci Samuel et merci Catherine pour votre présence et votre intervention. Merci pour l'organisation. À bientôt. Bon après-midi. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.